propose de faire l'évaluation de ces 3 années de déploiement de la démarche d'accompagnement gazé. Du coup, ça sera fait en 2 temps. Une première partie sur les bilans du déploiement test, donc toujours un bilan sur les groupes pilotes, et après une deuxième partie sur un bilan plus global sur la démarche. L'idée, c'est de voir un petit peu, voilà, de suivre un peu les indicateurs sur ce qui s'est passé sur les groupes pilotes pendant ces 3 ans. Donc voilà, la démarche, elle a été adaptée aux groupes pilotes. Donc il y avait 4, elle s'est vraiment adaptée à ces 4 groupes-là. Il y a eu le diagnostic initial et le projet de groupe qui se sont déployés de manière différente sur les 4 groupes. Et ces 2 grandes étapes de la démarche se sont chevauchées. Et par exemple, si on zoome sur le groupe de quai en orange, on voit qu'ils sont allés un petit peu plus vite, par exemple, que le groupe d'agrologique en vert. Et ça dépend, voilà, ça montre que voilà, le groupe du quai, il a fait un diagnostic initial assez rapide et des leviers ont été mis en place rapidement, alors que par exemple, sur le groupe du GI2.2, on a mis plus de temps à fixer les objectifs de résultats carbone et azote. On avait besoin de temps pour mieux les comprendre, mieux les fixer et mieux adapter aussi au groupe. Donc, le diagnostic initial, il a duré entre 2 et 6 mois et le projet de groupe entre 5 et 10 mois selon les groupes. Ensuite, le tableau de bord s'est construit petit à petit sur les groupes. Donc, vous voyez qu'il a été finalisé à des dates différentes. Et après, on a vraiment eu des animations continues tout le long de l'année sur les différents groupes qui sont adaptés aussi aux groupes pilotes. Et vous voyez par exemple que sur le groupe en violet de la plaine vitrée et de Sacy-la-Bruyère, il y a par exemple plus de points individuels en 2024 que 2025 que le groupe par exemple, mais c'est vraiment s'adapter aussi à l'animateur et aux agriculteurs. Donc après, en indicateur un peu de suivi, la première chose qu'on peut voir, c'est la mobilisation des agriculteurs. Donc on a plus ou moins le même nombre d'agriculteurs depuis le début, avec une participation plutôt constante. Si je prends le premier indicateur qu'on avait plus ou moins discuté, c'était un nombre de réunions par an. Donc c'était fixé environ 4 réunions par an. Donc vous voyez là sur les 3 années, on n'est pas forcément toujours au-dessus de l'objectif, mais en même temps ce qu'on remarque, c'est pas tant le nombre de réunions qui est important, mais c'est plutôt la mobilisation des agriculteurs et la continuité du groupe. C'est aussi, voilà, c'est peut-être pas forcément que le nombre de réunions qui est important, mais il y a aussi la mobilisation constante du groupe. Et du coup, pour ça, pas forcément de faire des réunions, mais ça peut être aussi des points individuels qui permettent aussi de garder le fil avec les agriculteurs. Et la majorité des réunions se font entre novembre et mars avec les agriculteurs. Donc on a eu une participation supérieure à 50% des agriculteurs des groupes chaque année, donc on a eu une mobilisation plutôt constante. Et c'est aussi dû du coup grâce à la motivation des agriculteurs qui était toujours plus ou moins présente, et aussi grâce à la flexibilité des dates, on s'est plus ou moins adapté à leur disponibilité. Et après, on a voulu regarder un indicateur un peu plus individuel, devant la participation individuelle. Est-ce que chaque agriculteur est venu au moins à 2 réunions par année sur les différentes années. Donc la première année, on est plutôt dans le rouge, mais ça s'explique aussi parce qu'il y a eu moins de réunions, et c'est aussi le début de la mobilisation, donc il a fallu du temps pour les mobiliser. Par contre, en 2022, 2023 et 2023-2024, on voit que les agriculteurs ont participé au moins à 2 réunions et ou à un point individuel avec les minutes. Voilà pour la partie mobilisation. Après, si je passe sur la partie qualité de l'eau, donc voilà, après sur le suivi du projet, on avait quand même des années assez extrêmes, des années qui ont été pluvieuses et d'autres qui ont été très sèches. Donc ça donne des résultats aussi qui vont être assez différents en lien avec la qualité de l'eau. Et donc on voit quand même que malgré une bonne mobilisation des agriculteurs, 3 ans ça reste insuffisant pour améliorer cette qualité. Donc si je fais un zoom sur les reliquats début drainage, donc là vous avez l'évolution sur les 3 années de suivi. Les agriculteurs se sont fixés des objectifs assez ambitieux de reliquat début drainage, 40 kg d'azote par hectare pour le groupe quai en orange et 50 kg d'azote par hectare pour les 3 autres groupes pilotes. Donc là, vous voyez que les objectifs ne sont pas forcément atteints sur les 3 ans. Après, il faut savoir, voilà, c'est une moyenne à l'échelle des différents groupes et qu'il y a beaucoup de facteurs en fait, qui vont influencer ces résultats que vous voyez à l'écran. Donc tout d'abord, il y a le contexte pédoclimatique des groupes. Donc voilà, c'est 4 groupes différents en Haute-France, donc ils n'ont pas les mêmes contextes, que ce soit dans l'Oise ou dans la Somme par exemple. Il y a aussi l'effet de l'année. Donc en 2022-2023, déjà on était au début du projet, donc c'est le temps que ça se mette en place.
Il faut savoir que c'était une année assez sèche par rapport aux 2 années suivantes, 2023-2024 et 2024-2025, des années très humides. Donc voilà, un cumul de pluie important et une année agricole pas forcément bonne pour tout le monde. Donc ça peut aussi expliquer certains résultats. Ensuite, un troisième facteur, c'est les cultures qui vont être présentes sur les parcelles suivies. Parce que forcément, selon les parcelles qui sont selon les cultures qui sont sur les parcelles, on ne va pas avoir les mêmes résultats de reliquat et du drainage. Donc si c'est une parcelle de pommes de terre ou de lin par rapport à une parcelle avec des sipans, ce ne sera forcément pas les mêmes résultats. Donc ça va jouer sur nos résultats en moyenne. Ensuite, donc, ce que je vous disais, c'est que voilà, c'est des résultats qui sont pondérés à l'échelle du groupe. Donc c'est vraiment une moyenne que vous voyez, mais il faut savoir qu'il y a quand même des parcelles où les résultats ont été atteints, et notamment grâce aux pratiques qui ont été mises en place par les agriculteurs. Et les objectifs notamment sont atteints grâce à l'itinéraire technique, donc c'est pour ça que les RDD dépendent aussi de l'itinéraire technique qui ont été mis en place sur les parcelles. Donc voilà, on peut retrouver des reliquats d'épisonnage qui atteignent les objectifs sur les parcelles où il y a des couverts avec des belles biomasses, sur des parcelles où on a pu importer d'interculture courte, sur des parcelles où il y a des efforts qui ont été faits et des pratiques qui ont été mises en place. Après, il y a aussi d'autres parcelles où on va retrouver des reliquats d'épisonnage qui vont être plus hauts, notamment, si je résume, avec les endroits où il y a des sols nus, souvent après des cultures industrielles, du type betterave et voilà, juste à diapo pour vous dire que les résultats qu'on obtient au bout de 3 ans, en moyenne, ils sont vraiment, les facteurs qui influencent ces résultats sont vraiment multifactoriels. Si on passe maintenant aux pertes par lixiviation, donc en bas c'est la lame d'eau drainante, donc c'est vraiment l'eau qui percole au-delà des racines quand le sol arrive à capacité au champ, donc c'est l'eau qui est perdue. Et vous voyez qu'en 2022-2023, elle est beaucoup plus faible qu'en 2023-2024. Donc ça, c'est dû au cumul de pluie qui était important en 2023-2024. Donc c'est pour ça aussi qu'on a plus de pertes la deuxième année que la première année, parce que en fait, il y a eu plus d'eau qui est tombée sur les parcelles, et donc plus d'azote qui a été emmené en profondeur, et donc plus de pertes par lixiviation. Et pour l'année 2024-2025, ce sera évalué quand le drainage sera terminé. Et pour l'instant, le drainage n'est pas encore fini. Et enfin, si je finis par les concentrations sous-racinaires, donc il faut savoir que ces concentrations, elles dépendent vraiment du reliquat de drainage qu'on obtient, mais elles dépendent aussi de la quantité de pluie. Donc pareil, ces concentrations-là, elles vont être liées aussi à la météo. Et donc, mais voilà, vous voyez que les concentrations, elles sont à peu près, elles restent dans la même gamme de fourchettes sur les 2 années. Mais on voit que voilà, quand on a peu de pertes et une petite laine drainante, on a quand même des concentrations importantes en nitrate, parce qu'en fait c'est très concentré dans une petite quantité d'eau. Et quand on a une grosse laine drainante, on a beaucoup de pertes. Et il y a beaucoup de choses qui sont emportées en sous-racinaire. Et donc en fait ça fait un grand volume de nitrate dans l'eau, et du coup c'est aussi ça qui fait qu'on a une concentration qui est élevée. Donc il y a certes un aspect de dilution, mais malgré tout, le fait qu'on apporte beaucoup de nitrate, ça ne va pas diluer assez, et on a quand même beaucoup de pertes et de concentrations sous-racinaires qui sont au-dessus de notre objectif. Si je passe à la partie plutôt, si on suit, c'est l'adaptabilité de la démarche sur les différents groupes. Donc est-ce que le diagnostic initial s'est adapté sur les 4 groupes? Donc la réponse est plutôt oui, parce que voilà, il y a eu le diagnostic initial s'est décliné de manière différente sur les 4 groupes, et on a eu des différentes fourchettes de pertes qu'on a pu définir à la suite de cet objectif, à la suite de ce diagnostic initial. Du coup, voilà, par exemple, sur le groupe de lesquels les données ont été récoltées, il y a des entretiens assez précis avec les agriculteurs. Sur le groupe d'agrologique, les données ont été récoltées à partir d'un guide de collecte qui a été donné aux agriculteurs. Sur le groupe de quai, ça a été plutôt récolté à partir de la traçabilité de mes parcelles. Et pour le dernier groupe de la Sacy-la-Bruyère et la Plaine des Prés, ça a été récolté via des entretiens individuels et avec le guide. Après, est-ce que nos objectifs couplés se sont adaptés à chaque groupe? Donc là, on est plutôt pas tout à fait dans le vert. En gros, sur le groupe du GI2E et le groupe de quai, on a pu vraiment approfondir l'objectif carbone et l'objectif performance économique
qu'on a vraiment accentué sur ces deux groupes-là. Donc là, on a vraiment réussi à accentuer à approfondir cet objectif couplé. Sur le groupe de Sacy-la-Brière et la Plaine d'Étré, on s'était dit qu'on allait faire un objectif individuel à chaque agriculteur. Donc ça a été fait, mais pas chez tous les agriculteurs, donc c'est pour ça qu'on n'a pas atteint forcément notre objectif sur ça. Et l'autonomie azotée sur le groupe de Lesquels, ça a été un peu plus... Peut-être que c'était un objectif un peu poussif qu'on a voulu faire avec les agriculteurs, donc c'est pour ça aussi qu'on a peut-être un peu moins approfondi cet objectif-là couplé sur le groupe. On a bien eu un tableau de bord spécifique à chaque groupe. Et après, il y a des animations adaptées au groupe, donc plutôt oui, parce que c'est vraiment des animations qui ont permis de passer à l'action. Donc les actions elles ont vraiment été mises en place tout au long du projet, à différentes échelles de temps et de parcelles. Et c'est vraiment les actions qu'on a suivies sur les différents groupes qui ont permis de partager, d'analyser les résultats en groupe et aussi d'obtenir des indicateurs locaux, comme vous avez pu le voir sur les différents par exemple, tableaux de bord dans l'atelier de tableau de bord. Donc voilà, les actions se sont adaptées aux spécificités du groupe. Ici, on voit différents choix d'actions qui ont été faits. Ça a été fait selon les motivations des agriculteurs, mais aussi les facteurs qui influençaient en fait, les reliquats du drainage du groupe et les pertes qu'on avait aussi identifiées à l'aide du diagnostic initial. Donc voilà, si je prends quelques exemples, sur le groupe de... Déjà, il faut savoir que les couverts végétaux, ça a été un levier qui a été mis en place chez tous les groupes. Donc c'est vraiment un levier qui a été prégnant sur les 4 groupes. Mais par exemple, sur le groupe de l'agroécologie, il n'y avait pas que l'aspect limiter les pertes, il y avait aussi l'aspect stocker plus de carbone. Donc c'était ça qui était vraiment adapté au groupe. Et puis après, voilà, il y a eu plus d'aspects de produits organiques sur le groupe de Lesquels, mettre en place une zone de dilution qui a été aussi assez innovant. Voilà, pour le groupe de quai, c'était mettre en place des intercultures derrière les cultures industrielles, laisser plus de colza plus longtemps. Et sur le groupe de Sacy-la-Brière et Plaine d'Étré, peut-être aussi quelque chose qui a été fait, c'était d'affiner les camps de fumure, comme Marie vous en a parlé ce matin. Donc voilà, juste pour vous montrer que les leviers sont assez diversifiés selon les groupes et les profils d'agriculteurs. Donc, malgré les résultats en termes de qualité de l'eau, je vous ai montré qu'ils n'étaient pas forcément atteints, on a quand même eu des actions qui ont été mises en place et des leviers qui ont été très diversifiés sur les différents groupes et ils sont quand même passés à l'action. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de leviers de type sommet sont couverts à la volée, il y a eu des prairies qui ont été implantées avec la mise en place d'une zone de dilution, détruire son trèfle sous couvert plutôt en janvier pour limiter les pertes au moment du drainage, des intercultures courtes mises en place. Donc, par exemple, ces leviers ont quand même eu un impact positif sur les reliquats des drainages. Par exemple, le fait de détruire son trèfle plus tardivement en janvier, on avait mesuré le RDD qui était de 48, donc il était inférieur à 50 kg par hectare. Donc c'était des leviers qui ont plutôt bien fonctionné. Les repousses de colza, on en a déjà parlé, mais voilà, le fait de les laisser plus longtemps, ça permet d'avoir un reliquat des drainages de 42 kg par hectare par rapport à un reliquat de 90 si elles sont laissées moins longtemps. Pour les intercultures courtes qui ont été mises en place derrière le poids, on a pu aussi éviter 92 kg par hectare de pertes, donc c'est plutôt positif. Et enfin, si par exemple du semis de couvert à la volée, on a quand même, cette année-là, on avait réussi à avoir un RDD de 26 kg par hectare et d'absorber 75 unités d'azote. Donc ça reste voilà, des leviers très diversifiés et des résultats qui restent assez prometteurs à l'échelle des différents groupes. Et du coup, en termes d'autres indicateurs, voilà, des animations qui restent adaptées et qui aussi vont évoluer dans le temps. Donc pour ça, on a pris l'indicateur du nombre de RDD suivis sur les parcelles. Donc on s'était fixé 2 parcelles minimum par agriculteur, donc ça on est toujours dans le vert. Et vous voyez, en fait, petit à petit, au fil des années, on a un petit peu augmenté le nombre de reliquats des drainages réalisés. Et ça, c'est surtout parce que les agriculteurs ont eu de plus en plus envie de suivre des parcelles ou de suivre des modalités qu'ils mettaient en place. Et donc c'est pour ça qu'on a un peu augmenté le nombre de reliquats des drainages. Si je prends l'exemple, par exemple, des intercultures courtes, on a commencé la première année avec une seule bande qui a été testée après pomme de terre, et puis la deuxième année, du coup, il y a 3 bandes qui ont été testées, du coup, ça me fait rajouter ça fait 6 reliquats des drainages, parce qu'on teste, du coup, 3 bandes d'interculture courte, plus les endroits où il n'y en a pas, donc on teste les deux, donc ça fait 6 reliquats.
Et puis en 2024-2025, là, il y a vraiment une interculture courte qui a été mise sur une plus grande partie de la parcelle, donc 2 hectares après pomme de terre, et une parcelle entière d'interculture courte après haricots qui n'avait pas été récoltée. Et du coup, voilà, l'idée c'est un peu de massifier les pratiques petit à petit sur les parcelles des groupes. Et donc voilà, le but c'est, pour rester sur l'idée de massification des pratiques, c'est de diffuser aussi plus largement les résultats des groupes pilotes. Et donc il y a eu des acteurs qui ont été impliqués au cours de la démarche dans les groupes. Il y a eu l'intervention du LDR, de Junia dans certains groupes. Il y a eu la participation aux réunions des agriculteurs par le syndicat d'eau, par une animatrice des PAC de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Et puis après, si on regarde sur la diffusion de la démarche, il y a aussi des belles diffusions qui ont pu être faites pour montrer un peu ce qui a été fait dans les groupes pilotes, donc via des formations, via des événements de portes ouvertes, de l'événement jouant collectif, et aussi via des articles de presse. Et donc il y a quelques suites qui sont envisagées sur les groupes pilotes. Donc sur le groupe des bacs de Sacy-la-Bruyère et PND-Tré, il va y avoir une poursuite de l'animation du groupe pilote en parallèle des 4 bacs qui sont animés. Sur le groupe pilote de la zone d'action renforcée de Quai, il y a un GI2E, on en a parlé ce matin, qui s'est créé, où il y a aussi des animations gazette qui sont prévues pour le volet azote. Pour le groupe pilote du GI2E agrologique, il y a une poursuite du GI2E avec quelques animations accords gazette prévues, notamment reliquat du bionnage, pesée de biomasse et des simulations de système. Et pour le groupe pilote de bac de l'équelle, il n'y a pas de suite prévue pour le moment, mais c'est pas une question de motivation, c'est plus une question. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu l'opportunité de continuer ce groupe-là. Donc cette slide pour juste dire voilà, que les groupes ont quand même, pilotes ont plutôt bien marché parce que la majorité des groupes continuent à vivre par la suite. Voilà pour le bilan des déploiements tests et les indicateurs de suivi sur les groupes pilotes. Voilà, nous interroger par la suite. Donc dans l'idée de ce bilan, on s'est inspiré notamment des groupes de travail que l'on a menés très régulièrement avec les animateurs lors de la phase 2 du projet, des sondages qu'on leur a envoyés aussi à des périodes clés des déploiements de la démarche, ainsi que nos observations avec Justine, on a pu participer à la majorité des réunions avec les groupes pilotes. Premier élément, notamment issu du sondage, on leur a demandé aux animateurs la faisabilité en tout cas de la démarche sur un plan agronomique d'une part, scientifique d'autre part, et ou encore de l'animation. Et à l'unanimité, ils nous ont mentionné que la démarche était abordable sur tous les plans. Premier élément important. Si on va un peu plus loin, quand on leur a demandé d'évaluer leur aisance dans les différentes étapes de la démarche d'accompagnement, il y a une certaine diversité d'aisance qu'on a pu observer selon les profils et les étapes. Donc globalement, les animateurs sont à l'aise dans l'élaboration du projet de groupe et dans la construction du tableau de bord. En revanche, les animateurs et animatrices qui étaient plus à l'aise avec système étaient souvent un peu moins avec l'idée d'animer et d'appliquer un programme d'action et les temps forts. Et à l'inverse, ceux qui étaient très à l'aise dans l'animation du temps fort l'étaient un peu moins avec système. Donc ça, c'est pas rédhibitoire et c'est vraiment un message qu'on veut faire passer. Il y a beaucoup d'actions, un certain nombre d'actions d'animation et d'étapes qui ont été déléguées en partie à Agrotransfert, mais aussi aux collègues ou à d'autres experts qui ont permis justement en équipe de tout de même mettre en place la démarche. Donc si vous n'avez pas la polyvalence et l'aisance dans chacune des étapes, ce n'est pas du tout rédhibitoire de mettre en place la casette. Et par ailleurs, autre indicateur qu'on trouvait assez révélateur, les 4 animateurs sont prêts à déployer de nouveau la démarche sur d'autres territoires. C'est pour l'appropriation de la démarche par les animateurs. On en a pas mal parlé, mais on insiste dessus. L'une des clés de réussite pour déployer la démarche Gazelle, c'est la posture à adopter. On doit vraiment adopter une posture d'animation et pas de conseil. Je pense que vous l'aurez compris, mais on insiste. On ne prescrit pas, on ne dit pas à l'agriculteur quoi faire, on n'analyse pas à sa place. L'idée, c'est vraiment que l'animateur est là pour fédérer, pour guider, pour montrer, pour motiver en fait, le groupe, à l'instar de l'atelier que Marie a pu animer tout à l'heure. On laisse les agriculteurs interpréter les résultats. C'est beaucoup plus pertinent pour qu'ils passent à l'action. L'écueil qu'il y a derrière ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout co-concevoir avec les agriculteurs. Évidemment, il faut qu'ils soient partie prenante, et notamment du projet de groupe. C'est pour ça qu'on insistait beaucoup aussi sur cette étape-là de la démarche. En revanche, dans le tableau de bord, pas besoin de concevoir tous les seuils et les micro-seuils et les virgules près. Non, ça, les agriculteurs s'en fichent.
on peut être source de proposition et se permettre tout de même de l'être. Une fois qu'on a bien prémâché voilà, le squelette du tableau de bord avec les agriculteurs, l'idée c'est que l'animateur peut aussi proposer voilà, des seuils, des choses un peu plus précises et ne pas passer du temps voilà, en réunion avec les agriculteurs pour tout vraiment concevoir dans le détail. Donc c'est un petit écueil et c'est une nuance et un équilibre à trouver, surtout pour ne pas surmobiliser les agriculteurs. Aussi, et c'est important d'insister dessus, quand on a identifié les actions à mettre en œuvre avec les agriculteurs pour atteindre les objectifs qualité de l'eau, il est indispensable de les accompagner dans la mise en œuvre de ces actions. Il ne suffit pas de les mentionner dans le tableau de bord et de laisser les agriculteurs se débrouiller. Il faut vraiment les accompagner. Si je prends l'exemple du semis à la volée avant moisson, l'idée est d'appeler l'agriculteur régulièrement au mois de juillet pour savoir ben voilà, quand est-ce que la moisson va avoir lieu, vraiment soit au plus près de la moisson, au plus près de la date, enfin de l'accompagner dans les petits conseils de réussite finalement de cette action-là, voire aller le jour même le voir, prendre des photos, l'aider, c'est vraiment pertinent, surtout pour des actions phares comme ça du groupe, quoi. Donc accompagner les agriculteurs jusqu'au bout. Ensuite, ce que nous ont remonté les agriculteurs vis-à-vis de la démarche, les trois gros éléments, c'est que ça permet de passer à l'action plus efficacement. Dans l'idée ici, en connaissant mieux son système, en connaissant mieux les situations à risque, et surtout en ligne de mire un objectif de résultat à atteindre, on trouve les ressources justement et les actions pour être beaucoup plus efficaces et agir plus efficacement. Ce qui nous ont montré également, c'est que la démarche n'est pas centrée que sur le nitrate. Et ça, c'est aussi un volet, un gros plus. Au-delà des objectifs couplés qu'on a pu vous évoquer, on a été vigilant quand même à discuter des performances économiques et à prendre en considération évidemment voilà, la durabilité de leur exploitation. Et enfin, ce qui nous ont remonté, et ça de manière assez récurrente, c'est la cohérence avec la réalité terrain et météorologique par rapport à d'autres démarches auxquelles ils ont pu participer. Dans l'idée, le tableau de bord guide vers un optimal technique, mais il ne va pas imposer, il doit être suffisamment souple pour pouvoir rebondir en fonction de l'année. Si je prends l'exemple d'un été très humide où on ne peut pas semer un couvert trop tôt, c'est pas grave, on le détruira plus tard. Et ce sera justement intéressant de voir l'impact que ce changement d'action a pu générer sur la qualité de l'eau. Donc vraiment cette cohérence technique et météorologique qui a été soulignée. Autre clé de réussite, là, un peu plus d'ordre aussi méthodologique, le choix des parcelles à suivre. Il n'y a pas de règle absolue quand on mobilise un groupe. Néanmoins, pour qu'il y ait une bonne représentativité, pour pouvoir avoir des chiffres, Justine a montré, peu biaisés, qu'on puisse en discuter justement, que la moyenne soit représentative, il faut une bonne diversité des systèmes et une bonne représentativité des cultures du système. Si je prends l'exemple sur le groupe agrologique, les agriculteurs étaient très motivés dès le début, donc ils ont voulu faire des RDD sur toutes leurs parcelles en couvert. Super, sauf que l'année suivante, c'était des cultures de printemps. Donc voilà, il y avait beaucoup moins, voilà, il y avait beaucoup moins de comparaison, finalement d'éléments de comparaison interannuels. Donc c'est une petite astuce en tout cas qui permet d'avoir une richesse dans les résultats. Et de même, dans l'idéal, si on peut avoir au moins 3 parcelles suivies par agriculteur, c'est un idéal, encore une fois, c'est super riche quoi, pour pouvoir justement avoir un pool de données interprétables. Dans les campagnes de reliquat début drainage, là je pense que tu es vraiment dans le bon sens, à anticiper dès la fin d'été pour les laboratoires. Vous savez les parcelles que vous allez suivre, donc vous pouvez déjà communiquer auprès des laboratoires les parcelles qui seront à prélever, et avec notre méthode de détermination des dates de début drainage à l'avance, on peut justement tenir informé le laboratoire des créneaux, voilà, régulièrement justement les créneaux de prélèvement à venir. Donc là, c'est vraiment une anticipation qui est bienvenue et pour être sûr d'avoir des RDD qui sont réalisés à la bonne période. Et être présent dans l'idéal le jour J avec l'agriculteur lorsque le préleveur passe. C'est précieux aussi quand il y a une défiance au début de la mobilisation vis-à-vis du RDD. L'agriculteur, là, du coup, c'est assez pédagogique de voir le préleveur faire, d'être sûr que le préleveur prélève au bon endroit, pour éviter justement toute idée reçue ou autre. Ça peut être pertinent, notamment au début d'être présent le jour J. Et aussi, on a évoqué au début du drainage, de coupler justement le prélèvement du RDD à des pesées de biomasse pour vraiment avoir cette notion d'azote en jeu et de pouvoir interpréter avec les agriculteurs l'azote qui va être réellement susceptible de se lixivier, donc l'azote dans le sol, mais aussi l'azote qui est dans le couvert au moment du drainage. Et enfin, système, vous l'aurez compris, système c'est un atout majeur pour mobiliser les agriculteurs, pour les motiver, c'est vraiment une sortie qui les intéressait. Néanmoins, il faut que vous ayez en tête tout de même que la démarche Gazelle peut se déployer sans utiliser système. On a produit les ressources, on l'a vu en atelier, qui vous permettent justement de mobiliser justement les sorties de l'outil sans pour autant faire les simulations. Donc voilà, c'est un gros plus selon nous, et ça a bien plus sur les groupes d'agriculteurs pilotes, c'est pour ça qu'on met en clé de réussite. Mais voilà, ayez en tête que ce n'est pas absolument indispensable pour pouvoir déployer la démarche d'animation. Mais c'est un gros plus. Le tableau de bord, j'y reviens parce que c'est un outil clé, vous l'aurez compris également, de la démarche d'accompagnement.
C'est ce que nous ont remonté les agriculteurs, c'est que c'est un outil clair, synthétique, réaliste. Comme l'a souligné aussi Claudine, c'est un outil vraiment de communication au sein du territoire, qui permet d'avoir un langage commun avec l'ensemble des acteurs du territoire. Ça peut être très précieux, surtout sur des territoires où il peut y avoir aussi une tension au niveau de l'azote ou de l'eau. Et aussi, c'est un outil qui permet de synthétiser concrètement un plan d'action, et peut-être même plus efficacement en évaluant à une échelle de temps adaptée les résultats qualité de l'eau. On sait que si on n'a pas de temps en cours, c'est pas le plus simple. Nous, le tableau de bord permet justement d'évaluer annuellement les résultats sur la qualité de l'eau. C'est un outil qui va mettre à jour dès la fin du drainage. Donc là, vous l'aurez compris, on n'y est pas encore. C'est pour ça que nos derniers tableaux de bord ne sont pas encore tout à fait à jour. Et ils sont analysés chaque année collectivement. On insiste dessus, ça doit être un temps fort du groupe. Justement, la réunion où on va justement interpréter les tableaux de bord. C'est vraiment ça qui va permettre justement d'initier, d'orienter les actions de l'année à venir. Et donc on invite vraiment aussi les animateurs à s'en servir comme support d'animation et d'organisation au quotidien, et aussi vis-à-vis des agriculteurs pour organiser justement l'ensemble du temps fort de l'année. Quand on le faisait en réunion, les agriculteurs prenaient en photo typiquement notre programme d'animation et le tableau de bord pour savoir justement quand est-ce qu'on allait aller sur la parcelle, quand est-ce qu'on allait être appelé, quand est-ce qu'on allait avoir notre programme. Voilà, c'est vraiment un outil puissant d'organisation au sein du groupe et qui va favoriser la mobilisation dans le temps. Petit écueil du point de vigilance à avoir vis-à-vis du tableau de bord, ne pas chercher à intégrer trop d'indicateurs dans le tableau de bord ou à être trop précis dans les simulations et les calculs qui vont servir à calculer les indicateurs. Ça ne sert à rien d'être à la virgule près. Avec Système a un ordre aussi, une marge d'erreur à prendre en compte. On n'est pas à 10 unités près d'azote. Il faut vraiment voir les résultats comme une tendance positive ou négative du lien entre les actions et les résultats. Donc ne soyez pas à la virgule près, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la philosophie de la démarche. Mais par contre, ça demande d'être à l'aise avec ça, ne pas être justement d'une rigueur extrême. Aussi, on voulait accentuer sur l'importance de créer une dynamique collective. Comme ça passe par quoi? Par le choix du groupe d'agriculteurs. On vous l'a dit, on préconise vraiment un groupe plutôt restreint pour favoriser les échanges et la co-conception. Un groupe volontaire, évidemment. Ne cherchez pas à imposer la démarche, c'est pas du tout la philosophie. S'il y a une dynamique existante, c'est vachement plus aidant. Et on l'a vu sur nos gros pilotes, ça facilite. Néanmoins, si la dynamique n'est pas existante, c'est pas rédhibitoire non plus, mais par contre, il faudra du temps pour la créer. Il ne faudra pas négliger le temps pour créer justement cet esprit de confiance au sein du groupe, pour justement créer du temps informel, pour partager les enjeux, vraiment passer du temps vraiment pour que chacun puisse se faire confiance et qu'ils aient la volonté de travailler ensemble. On voulait aussi un petit peu évoquer, pas de forcing s'il n'y a pas d'objectif couplé à la qualité de l'eau qui émerge. Il vaut mieux ne pas en avoir plutôt que d'en imposer un et d'amener une lourdeur et une latence dans l'animation. Et enfin, ça paraît aussi anodin, mais organiser des temps informels. On allait chez Louis, typiquement sur pied à chaque réunion, il nous servait son petit café, au début d'année, servait la galette, déjeuner ensemble après les réunions. Ça paraît anodin, mais ce sont vraiment des éléments qui vont, vous l'avez bien vu aussi aujourd'hui, lors des repas, lors des pauses, c'est vraiment ça qui va fédérer et qui va permettre finalement de pleinement échanger, de se faire confiance. Aussi, importance de maintenir la dynamique collective dans le temps, et il y a un certain nombre de réflexes à acquérir pour ce faire. Typiquement vis-à-vis de Gazelle, il me semble vraiment important de rappeler les objectifs de résultats et où on en est dans le tableau de bord à chaque réunion. Ça vous paraîtra peut-être vous répétitif parce que vous serez dedans, sauf que pour les animateurs qui ont beaucoup de choses à faire en parallèle de la démarche d'animation, c'est essentiel pour les réorienter vers ce pourquoi ils sont là, et les reconcentrer sur la philosophie aussi de la démarche. Peu importe les moyens, tant qu'on y arrive et tant que les résultats sont atteints. Donc ça, il faudra le répéter à chaque fois, c'est indispensable pour justement être sûr qu'ils se fédèrent autour de cette... Vraiment ça, les agriculteurs, on l'a vu aussi dans l'un des groupes, ils ne sont pas rémunérés, dans les ateliers, ils ne sont pas rémunérés pour être dans le groupe. Par ailleurs, on leur fournit des éléments, des formations, c'est comme ça aussi qu'ils y trouvent leur compte, quoi. Donc c'est important de le faire et d'adapter évidemment les apports de connaissances à l'actualité agricole. Typiquement à la fin d'hiver, pour faire un petit rappel sur la volatilisation et les bonnes pratiques d'apport d'engrais, c'est toujours intéressant et c'est ce qui est dans leurs préoccupations actuelles. Aussi, alterner les supports et les formats de réunion. Là, on vous invite à être créatif. Dans l'idée, ne pas faire que des réunions derrière un PowerPoint tous assis, ça va pas fonctionner si vous ne faites que ça. Dans l'idée, si on travaille sur les parcelles, sur le choix des parcelles, c'est imprimer d'énormes cartes et travailler autour d'un support plus interactif,
ou la réunion tableau de bord, typiquement vous pouvez la coupler à une visite d'exploitation et imprimer tout simplement les tableaux de bord et les interpréter dehors sur la parcelle, c'est tout à fait envisageable aussi. Donc voilà, soyez vigilants à alterner les supports et les formats de données. Donc ce sont quelques éléments, on a beaucoup plus à vous fournir, mais là c'était un peu les éléments majeurs qui nous semblaient ressortir pour maintenir cette dynamique. Ensuite, le temps. Le nerf de la guerre, on l'a évoqué aussi pour tous vos métiers, pour toutes les missions. Voilà, c'est certes vrai pour tout, mais particulièrement pour Gazelle. L'animateur devra passer du temps pour déployer la démarche. Si vous voulez qu'elle soit bien faite, il n'y a pas de secret. Donc on l'a vu aussi, vous pouvez utiliser la boîte à outils d'animation de manière plus ponctuelle si vous avez déjà une animation mise en œuvre, donc ça c'est tout à fait envisageable. La démarche telle que nos groupes pilotes l'ont déployée, c'est vraiment un idéal de A à Z, on peut ajuster, on peut adapter, et c'est à adapter quoi qu'il arrive à chaque nouveau groupe. Mais voilà, ayez en tête quand même, et là c'est peut-être aussi aux responsables et des animateurs qu'il faut sensibiliser, mais si on veut bien faire et atteindre des résultats, à un moment il n'y a pas de secret. Et aussi, c'est ce que vous avez évoqué ce matin, je me permettais de le remettre ici, ça a été frustrant pour vous parfois, animateurs des groupes pilotes, de ne pas avoir le temps de passer et de faire autant de choses que vous souhaitiez, quoi. Donc ça fait écho à ça. Aussi, attention à ne pas prendre trop de temps, aux agriculteurs aussi. Nous, sur un de nos groupes, quand on les a rencontrés 3 fois en un hiver, ils nous ont dit à la fin, bon quand même là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte quand il ne faut pas trop les surmobiliser, c'est pas l'idée non plus, et les rassurer vis-à-vis de ça. Et aussi, date de rencontre adaptée au calendrier agricole, ça paraît anodin, mais ça n'a pas toujours été fait, et c'est vraiment indispensable quoi, pour qu'ils comprennent qu'on s'adapte aussi à leurs préoccupations, c'est indispensable. On a tous des emplois du temps très chargés, mais l'animateur doit mettre en priorité les réunions du groupe. Et donc, voilà, il doit être suffisamment souple pour pouvoir justement caler les dates en fonction des agriculteurs plus que de son agenda. Donc, c'est pas toujours simple. Et ça fait écho justement aux échanges qu'on peut avoir avec les responsables de sa structure pour ce faire. Donc voilà, c'est pour la partie bilan. Je terminerai peut-être sur les différentes perspectives. C'est pas exhaustif, mais dans l'idée, Gazelle va être déployé sur de nouveaux groupes, sur des groupes, on a parlé des groupes satellites ce matin, c'était un peu l'idée. Là, il est déployé sur le GI2E Protecco à Héron-Saint-Va, donc avec l'équipe de la Chambre Nord-Pas-de-Calais. Il est inscrit dans le programme du Caire de Guine, donc dans le Grand Calais. Il est aussi inscrit dans les programmes des 2 GI2E que coanime Gaïa. Sur l'eau du bassin rennais, il est aussi en cours de déploiement. Et c'est sans compter en effet l'ensemble des animateurs qu'on peut accompagner dans l'usage plus ponctuel des ressources de la boîte à outils d'animation, indépendamment de la démarche, et des autres perspectives de déploiement que l'on peut avoir. Marie ? Oui. Est-ce que tu pourrais envisager une évolution de l'implication de l'animateur dans le temps et une autonomisation, voilà, que les agriculteurs soient plus autonomes par rapport à ce qui est fait. Comment est-ce qu'on pourrait, je pense qu'on pourrait envisager une transition un peu en ce sens. Les premières années, l'animateur est très présent, ensuite les agriculteurs prennent un peu plus la main. La question. Là, comme ça, à chaud, je ne vois pas comment c'est envisageable, quoi. Les animateurs, on ne sait pas forcément leurs préoccupations centrales et on les comprend. Ils ont besoin aussi d'être accompagnés, d'être guidés, d'être motivés pour travailler sur ce sujet-là. Et ils n'ont pas forcément le temps non plus de faire toutes les recherches associées que l'animateur peut faire justement en réponse à ces questions. L'idée qu'ils soient dans le groupe, c'est justement qu'ils bénéficient aussi des connaissances qu'on leur apporte. Et c'est vraiment ce qui les a motivés, ils étaient en demande de cela. Donc si, voilà, ils sont pas... Et puis aussi, c'est bête, mais pour organiser ces temps de rencontre, là typiquement, l'animateur, quand il dit on se voit vendredi à telle heure, si vous êtes plus dispo, oui, on y va. Enfin, il faut quelqu'un qui fédère en fait, et qui soit présent. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était pas du tout l'objectif, ni l'idée en tout cas qu'à terme les agriculteurs soient pleinement autonomes sur le sujet. C'était au contraire que les animateurs soient mieux outillés pour être plus à l'aise et gagner du temps in fine dans leur animation. Par contre, parce que c'était en réaction au temps passé, tu disais ça, il me semble qu'au début il y a un temps d'apprentissage et après on est plus efficace. Il y a aussi le temps d'apprentissage du
même des techniques d'animation, je pense qu'on gagne quand même en efficacité. Donc il y a peut-être un peu moins de temps. Là, c'est particulièrement vrai dans Gazelle où les animateurs ont payé un peu les pots cassés aussi de la construction de notre démarche, de la boîte à outils et du fait que c'est en amélioration continue, que les gens ont leur retour pour améliorer les ressources. Certaines ressources n'étaient pas encore prêtes quand ils voulaient les déployer. Donc là, typiquement, Gazelle n'est pas forcément. Les cas que vous ne sont peut-être pas représentatifs à 100% de l'autonomisation, enfin l'autonomie. Ouais, voilà. De l'animateur. D'autres questions? Très bien. Donc je vais juste, avant de laisser la parole à Fiona pour la conclusion de la journée, je voulais faire une rapide évaluation du projet Gazelle, puisque c'est le colloque au sein du projet Gazelle. Donc tout d'abord remercier l'ensemble des partenaires scientifiques, techniques et de pilotage qui nous ont vraiment permis de faire émerger cette démarche, cette boîte à outils d'animation. On a vraiment été dans le collaboratif, dans le participatif. Le partenariat s'est construit au fil du temps et s'est renforcé au fil des 5 années. Et donc je suis très contente qu'on puisse continuer de travailler avec la majorité d'entre eux dans la suite du projet Gazelle. Mais voilà, je tenais vraiment à sincèrement les remercier. Et ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que fédérer les agriculteurs autour de la qualité de l'eau, c'est possible. Avec la démarche pas à pas, la boîte à outils Gazelle, entre autres, il n'y a pas que ça évidemment, mais vous vous doutez que c'est la ressource que je veux mettre en avant pour fédérer les agriculteurs. Nous, ça a vraiment fonctionné, en tout cas sur le 4 groupes d'agriculteurs pilotes. Ce que vous aurez compris aussi, c'est que 3 ans d'expérimentation, c'est beaucoup trop court pour conclure quoi que ce soit sur la qualité de l'eau. On le savait plus ou moins avant de démarrer la démarche d'expérimentation, mais c'est d'autant plus vrai avec 3 années, les 3 années qu'on a eu là maintenant du projet. Par ailleurs, pour accompagner efficacement les agriculteurs, il faut une animation structurée. C'est toute la philosophie aussi de ces ressources, et du temps dédié, on l'a bien dit. Accompagner les agriculteurs à partir d'objectifs de résultats. Donc s'il fallait que vous reteniez ça, c'est quoi? C'est bien plus stimulant et motivant pour les agriculteurs. Je pense que les retours d'expérience de Louis et d'Emmanuel parlaient de même ce matin. C'est beaucoup plus pertinent pour identifier quelles sont les solutions les plus pertinentes pour atteindre les résultats escomptés. Ça peut, voilà, enfin, c'est aussi la philosophie que nos partenaires nous ont dit en conclusion du projet, mais finalement c'est un raisonnement, une philosophie qu'on peut adopter dans notre vie de manière générale aussi. Pourquoi entreprendre une action si on n'est pas sûr du résultat qu'elle va générer, quoi. Donc ça permet vraiment de réfléchir finalement à sa façon de raisonner, de réfléchir de manière même plus générale qu'au niveau d'une crête. C'est aussi plus logique, un peu dans la même veine, que d'imposer des actions sans savoir justement, sans avoir les moyens de vérifier leur pertinence à court terme. Et aussi, vous l'aurez compris, accompagner à partir d'objectifs de résultats, c'est une posture d'animation qui va être centrée sur l'accompagnement, la stratégie et pas le tactique, même si on ne peut pas éviter des débats, des discussions sur telle pratique en tant que telle. L'idée, c'est d'insuffler un peu plus de stratégie justement dans le raisonnement des agriculteurs et en lien avec leur réflexion long terme et la gestion d'azote à l'échelle de leur rotation et non pas à l'échelle de leur fertilisation minérale au printemps. Et enfin, il n'y a pas ça aussi un élément, j'espère que vous l'aurez retenu de la journée, il n'y a pas d'objectif seul généralisable, de tableau de bord clé en main à réutiliser. Désolée si vous comptiez repartir avec un tableau de bord clé, ce n'est pas du tout l'idée. Chaque groupe d'agriculteurs est très spécifique, qu'il requiert qu'on redémarre la démarche de nouveau. C'est absolument indispensable justement pour que le tableau de bord soit sur mesure et que les solutions soient vraiment adaptées à chacun. Et enfin, pour terminer, presque. On voulait aussi vous montrer qu'on avait utilisé la méthodologie du tableau de bord, un peu en Inception, pour gérer le projet Gazelle, finalement, pour suivre justement les évolutions, les résultats obtenus et les actions qu'on avait entreprises dans le projet pour être garant de l'objectif à atteindre. Notre objectif du projet était donc de disposer d'une démarche testée, validée avec les acteurs agricoles régionaux, structurée autour de ressources opérationnelles et co-construites avec eux, et qui permettait de les accompagner sur le long terme. Donc pour cela, on a analysé les adaptations et l'appropriation de la démarche par les acteurs. Pour cela, il fallait mobiliser les groupes pilotes, objectif atteint avec nos 4 groupes pilotes. Il fallait mettre en œuvre la démarche. Donc l'indicateur qu'on s'était fixé, c'est d'avoir au moins un tableau de bord par groupe, objectif atteint, et aussi d'organiser des temps d'échange entre animateurs. C'est là-dessus qu'on s'est beaucoup reposé aussi pour les retours d'expérience et l'évaluation qu'on vous a proposée. L'idée était de produire aussi des ressources donc opérationnelles et qui répondaient aux besoins réels des acteurs agricoles. C'était vraiment une préoccupation centrale de notre projet. Et pour cela,
on a quantifié un peu les ressources qu'on a pu produire dans le cadre du projet, et plus de 2/3 des ressources produites, finalement, n'avaient pas été pensées initialement. C'est des ressources qui ont été produites en réponse aux questions et aux besoins des agriculteurs, notamment des copilotes et autres qu'on rencontrés. Donc vraiment pour être en réponse à ces besoins. Et aussi, depuis le mois de juillet, on diffuse sur les réseaux sociaux nos ressources de la boîte à outils d'animation. On a cumulé plus de 20 000 vues jusque-là sur l'ensemble de ces ressources. On était plutôt contents. Impliquer les acteurs régionaux, on vous l'a souligné, sans le partenariat qu'on a tissé, rien n'aurait été possible. Et enfin, dans l'idée que ce soit justement un accompagnement pérenne dans le temps, il fallait anticiper l'avenir de la démarche et diffuser donc largement. Donc pour ce faire, on a mis en place quand même beaucoup d'actions de sensibilisation et d'information. Ce colloque en fait partie. On a participé à une trentaine d'événements depuis 2022, donc des journées techniques, des portes ouvertes, voilà, notamment organisées par nos partenaires pour présenter Gazelle. On a notre petite gazette, la newsletter du projet Gazelle. Je vous en parle ici, il y a à peu près 550 lecteurs en moyenne dans notre newsletter. Dans l'idée, on va la continuer après le projet Gazelle. Donc si vous êtes toujours intéressé pour suivre nos travaux, les futurs déploiements, les nouvelles ressources qu'on va produire, parce que l'idée c'est qu'on continue d'alimenter ce travail, et bien voilà, je vous invite à suivre, ça reste de 2 ou 3 lettres d'information par an. Donc voilà, c'est pas non plus magique. On a eu du coup sur l'ensemble de nos publications, pour sensibiliser sur les réseaux, notamment plus de 35 000 vues, donc on était plutôt contents. En plus des ressources, on a communiqué largement sur nos participations aux événements et ça a accumulé l'ensemble de ces vues. Donc idem, je vous invite à suivre nos travaux pour continuer d'être informés. Et enfin, vous êtes aussi assez nombreux ici à avoir participé au webinaire Gazelle, donc sachez qu'il est disponible sur YouTube, donc si vos collègues veulent rattraper une partie de ce qu'on a pu évoquer, c'est tout à fait possible. Et au niveau des formations, et c'était là-dessus aussi que je voulais mettre le doigt, l'une des actions pour anticiper l'avenir de Gazelle était aussi de former les acteurs du développement agricole. Donc on a eu une première session de formation, il y a Frédéric et Edouard qui participent notamment ici. On organise une prochaine session du 31 mars au 2 avril. Donc la plaquette de formation, elle est dans vos pochettes. Donc le nombre est limité, donc je vous invite à nous contacter assez vite si vous êtes intéressé pour cette prochaine formation Gazelle. Donc l'idée c'est qu'elle se fait en 3 jours parce que en une journée ça serait beaucoup trop long si vous avez vu la richesse de la démarche. Donc pour bien vous accompagner dans chacune des étapes de la démarche, voilà, on la propose sur 3 jours. Puis vous invite aussi à vous rapprocher des agences de l'eau qui facilitent aussi la participation à ces formations. Donc je vous invite à vous rapprocher d'eux pour vous aider en ce sens, pour financer en tout cas cette formation. Et je terminerai aussi sur l'accompagnement de manière générale qu'on peut vous proposer au-delà de la formation Gazelle. Donc Gazelle fait partie du programme Gestion de l'azote que j'ai la chance d'encadrer à AgroTransfert et fait partie plus largement d'un domaine sur les systèmes sobre en intrants et à bas impact environnementaux. Donc il y a un volet azote, vous l'aurez compris, que je porte, et un volet autour de la maîtrise de la flore adventice et réduction des herbicides. Le petit Gaddafi dont on a parlé ce matin sera plutôt dans ce programme-là, vous l'aurez compris. On est là vraiment pour vous accompagner, on propose un certain nombre de formations autour des processus biologiques et leviers d'action, donc pour le cycle de l'azote, RDD, on en a parlé, mais aussi sur la gestion des adventices, vivaces et annuelles. On a aussi des outils de la réflexion, système, on forme aussi et on accompagne les usagers dans l'utilisation de systèmes. On a aussi ODERA, le pendant adventice, pour concevoir les systèmes à faible pression adventice. Simon organise une formation très prochainement, la plaquette est aussi dans la pochette. Et on a des démarches d'accompagnement Gazelle évidemment, mais aussi pour la partie plutôt adventiste, on a des ateliers de co-conception qu'on peut vous proposer aussi. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin de vous faire accompagner et que ces ressources et cette expertise vous inspirent. On sera un plaisir de vous accompagner pour répondre à vos besoins et in fine améliorer la qualité de l'eau, c'est vraiment pour ça qu'on est là aussi.